Aujourd'hui, c'est l'épisode 2 de la série oscillateur cryogénique. Ça, c'est la photo que j'ai reçue ce matin. Donc, Christophe et Benoît ne seront pas là aujourd'hui parce qu'ils sont à Turin et ils ont installé à l'INRIM, donc qui est l'Institut de métrologie italien, et donc ils viennent de mettre en route le dernier CSO construit. Voilà, tout se passe bien et ils seront là la semaine prochaine. Donc la semaine dernière, après avoir parlé très rapidement de l'histoire de ces machines, j'ai essayé de donner les principaux éléments caractéristiques du résonateur. Je vais terminer avec le résonateur aujourd'hui et puis commencer à parler de cryogénie et peut-être détailler quelques projets du passé. Et puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui, je crois. Comment ça marche ? Ok, donc on a notre résonateur qu'on a étudié de façon physique la dernière fois. Maintenant, on va avoir besoin de l'intégrer dans un circuit micro-ondes et on a besoin d'une autre description. Alors, bon, j'ai représenté le résonateur qui est couplé à l'aide de deux boucles magnétiques. Donc, il y a plusieurs façons de coupler le résonateur. On peut mettre des antennes, mais ce qu'on utilise, en tout cas à basse température, ce sont des petites boucles qui sont formées à partir de câbles micro-ondes qui vont générer un champ magnétique qui est en correspondance avec les lignes de champ du résonateur. Et comme ça, on va envoyer donc, de la puissance dans le résonateur. Donc ces boucles, on peut les représenter par un petit transformateur. Et puis, autour du mode de résonance qui nous intéresse, donc on va avoir des paramètres motionnels, hein, c'est très classique, qui permettent de modéliser la fréquence de résonance, c'est les éléments capacitifs et inductifs. Et puis la résistance R0, ça modélise les pertes du résonateur, les pertes intrinsèques du résonateur. Donc à partir de R0, on va déterminer le coefficient de surtension à vide du résonateur, donc qui représente les pertes liées aux pertes diélectriques du résonateur. Et puis comme ce résonateur est couplé avec le circuit extérieur, on a à l'entrée et à la sortie des charges 50 ohms qui vont dissiper aussi de la puissance. Et donc ça, c'est les pertes extérieures. Donc on peut définir des coefficients de surtension liés aux résistances de charge qu'on met à l'entrée et à la sortie du résonateur. Et à partir de là, on détermine donc ce qu'on appelle les coefficients de couplage, β1 et β2, donc β1 pour l'entrée, qui sont tout simplement le rapport entre les pertes extérieures et les pertes intrinsèques du résonateur. Et finalement, le coefficient de surtension auquel on a accès, c'est le coefficient de surtension en charge, qui est bien sûr fonction du coefficient de surtension à vide et des coefficients de couplage β1 et β2. Alors pourquoi j'insiste ? Parce que le réglage de ces coefficients de couplage est déterminant pour le fonctionnement de l'oscillateur. On en parlera un peu plus tard. Alors comment est-ce qu'on... Donc ces coefficients de couplage sont importants, donc il va falloir les mesurer. Là, c'est assez simple dans le principe. On utilise donc l'analyseur de réseau qui va nous donner les coefficients de réflexion. Alors on appelle ça S1 à l'entrée, et puis le coefficient de réflexion à la sortie, S de 2, et le coefficient de transmission de 1 vers 2. Et lorsque je balaye la fréquence du générateur qui envoie la puissance dans le résonateur, à la résonance, on va avoir un trou. L'énergie est absorbée, la puissance est absorbée par le résonateur, et donc on va avoir un trou qui va caractériser donc le couplage. Et à partir des mesures des coefficients de réflexion à l'entrée et à la sortie, on va pouvoir déterminer nos coefficients de couplage. Bon, évidemment, le résonateur étant dans le froid, il y a des câbles micro-ondes qui relient le résonateur au circuit extérieur. Et en général, on a des pertes le long de ces câbles qui sont de l'ordre de 2 à 3 dB pour ce qui est des machines cryogéniques. Alors après, on peut se demander quel est le couplage optimum. Alors il y a plusieurs critères. Tout d'abord, j'ai parlé la dernière fois du correcteur de Pond qui permet de stabiliser la longueur électrique de la boucle. Donc on parlera de son principe de fonctionnement un peu plus tard, mais ça va nous donner une limite sur la stabilité de fréquence qu'on peut obtenir. Sigma Y de taux, si on estime qu'on est limité par
cet asservissement de pente et va dépendre, EN, c'est le bruit à l'entrée du détecteur, et D, c'est la sensibilité du détecteur. Et bon, on verra plus tard que cette sensibilité elle est proportionnelle à cette expression où apparaissent donc les deux coefficients de couplage à l'entrée et à la sortie. Donc il va falloir optimiser la sensibilité du détecteur. Ensuite, pour faire l'asservissement de pente, on va faire une modulation de phase du signal dans la boucle. Donc on va avoir un modulateur électrique et on va faire une modulation de phase. Rien n'étant parfait, ce modulateur va aussi générer de la modulation d'amplitude. Et ça, c'est assez gênant parce que lorsqu'on a une modulation d'amplitude, on va fausser un peu le détecteur de pente et il va être un petit peu décalé par rapport à la fréquence centrale. Et ce déplacement de fréquence, il est susceptible de bouger au cours du temps, donc il faut essayer de le limiter. Et ce déplacement de fréquence en valeur relative, il est proportionnel aussi à une expression qui contient β 1 et β 2. Ensuite, de façon un peu moins critique, il y a les pertes d'insertion à travers le résonateur. Il faut essayer de minimiser ces pertes d'insertion. Et encore une fois, on a des pertes d'insertion qui sont fonction de ces deux paramètres β 1 et β 2. Et si on regarde l'optimisation de ces trois paramètres, en fait, on arrive à cette solution β 1 égale 1 plus β 2. Et donc c'est la configuration qu'on cherche à obtenir à basse température. Lorsqu'on est dans cette configuration, il faut se rappeler que le coefficient de surtension du résonateur en charge, c'est la moitié du coefficient de surtension à vide. En pratique, on se contente d'approcher cet optimum. On essaie d'avoir un couplage à l'entrée qui est égal à 1. Ça veut dire que les pertes à résonance qui sont externes et les pertes intrinsèques sont égales. Ça veut dire tout simplement qu'à la résonance, le résonateur apparaît comme une charge 50 ohms. Et puis, le coefficient de couplage à la sortie, on le règle pour avoir suffisamment de gain dans la boucle pour que ça soit oscillant. Alors, comment est-ce qu'on met en œuvre ce résonateur? Il faut déjà le monter dans une cavité. Alors là, on a utilisé deux types de géométrie. Comme les modes de galerie sont des modes pour lesquels les champs électromagnétiques sont proches de l'interface air diélectrique, il n'y a aucun problème à percer le résonateur pour placer une vis au centre. Donc ça, c'est un moyen assez simple pour fixer le résonateur dans sa cavité. Un des problèmes, c'est que en général, la vis est en cuivre, le cuivre se contracte beaucoup plus que le saphir, donc on va comprimer, lorsqu'on va refroidir le résonateur, on peut avoir des contraintes indésirables qui sont dans le saphir, ce qui peut mener au cours du temps à des dérives à long terme. Nous, on préfère pour l'instant utiliser donc un résonateur qui possède ce qu'on appelle une spindle, donc une petite queue, comme ça qu'on vient serrer avec une pince au fond de la cavité. Donc ça, c'est la géométrie qu'on utilise dans Ulysse 2G. Donc j'ai repris le dessin du couplage. Et le couplage, il faut faire une petite boucle. Donc on utilise, alors on a écrit une procédure pour réaliser la boucle parce qu'on aimerait avoir des boucles qui soient toujours les mêmes, ce qui est assez difficile à faire. Vous voyez une image ici de cette boucle qui est réalisée au bout du câble coaxial qui permet d'exciter donc le mode de résonance. Alors ensuite, dans le cryostat, on va trouver donc notre résonateur ici, et puis un certain nombre de composants qui vont permettre donc d'injecter le signal dans le résonateur et de récupérer ce qui en sort. Alors on met des isolateurs pour éviter que des ondes réfléchies viennent perturber notre oscillateur, et puis il faut aussi placer deux diodes de détection. Une première qui permettra de mesurer et de contrôler la puissance qu'on injecte dans le résonateur. Donc il y a un coupleur et puis une diode de détection. Et puis une autre diode qui va permettre de récupérer le signal réfléchi par le résonateur. Ceci, on en aura besoin pour l'asservissement de pente. Donc voilà le dessin de la cavité qui est utilisé dans Ulysse 2G. Donc on a notre résonateur avec son spindle ici qui permet de l'accrocher sur le fond de la cavité.
Et puis donc la partie au-dessus, là, c'est dommage que je n'ai pas de pointeur, mais la partie au-dessus est fixée sur le droit foie du cryogénérateur. Et puis on a des dispositifs qui permettent d'embarquer les composants à l'entrée. Vous voyez ici, vous avez un circulateur, des isolateurs qui vont être branchés sur le câble d'entrée, et il va falloir régler la position de la boucle pour régler le couplage. Donc on a un petit système qui permet de déplacer l'ensemble ici pour pouvoir faire des réglages adéquats. Et puis vous voyez également que la platine inférieure, il y a des... Ah, super. Merci. Il y a des trous oblongs ici, donc ça c'est l'embase de la cavité, hein. Et vous voyez qu'il y a des trous oblongs qui vont permettre de faire une rotation du résonateur. Ça, on en aura besoin un peu plus tard pour régler les couplages. Et vous avez ici quelques images qui montrent ici en transparence la pince qui permet de fixer le résonateur sur l'embase de la cavité. Et puis le montage final, où on voit ici donc, le premier isolateur, le circulateur sur lequel est branchée la petite boucle ici, et le deuxième isolateur qui permet de connecter une des diodes ici. Hein, vous avez ici dans le dessin le circulateur qui permet, donc le signal entre ici, il rentre dans le résonateur par cette petite boucle et on récupère le signal réfléchi ici et on a notre détection là. Voilà. Donc toute l'astuce, c'est d'avoir un système réglable pour placer la boucle à une certaine distance du résonateur pour obtenir un coefficient de couplage égal à 1 ici. Donc vous avez ici des résultats de mesure qui vous montrent que c'est assez sensible. Hein, en 1 mm, on fait bouger beaucoup le coefficient de couplage. Pourquoi les ISO, tu les mets à 4K? Pourquoi tu ne peux pas les mettre plus chauds? Pardon, qu'est-ce que... Pourquoi les ISO et les détecteurs, les power diodes, pourquoi tu les mets à 4K? Pourquoi tu ne peux pas les mettre plus chauds? Il faut qu'elles soient au plus proche du résonateur, parce que ce qui nous intéresse, c'est la puissance injectée dans le résonateur. Donc ici, ils sont dans un environnement qui est contrôlé, stabilisé en température. Okay. Si tu mets ta diode à l'extérieur, tu vas avoir un grand câble qui va relier, et ce câble, lui, va être sujet à des fluctuations. Donc il faut essayer d'éviter. Et en plus, à basse température, le bruit et la sensibilité des diodes est meilleure qu'à basse température. Ok. Une fois qu'on a notre cavité et toutes nos pièces, il faut faire le montage. Alors, on a fait... Bon, ça, c'est Valérie qui nous a aidé là-dessus, sur ce point-là. Comment nettoyer le mieux possible le résonateur. Évidemment, toute trace de doigt, toute particule à la surface du résonateur risque de tuer le coefficient de surtension. Donc, on fait nettoyer nos résonateurs en salle blanche avec des solutions assez agressives. Le résonateur est mis dans une pochette sous vide et il est transporté au laboratoire. Et ensuite, le montage de la cavité se fait en général sous une haute à flux laminaire pour essayer d'éviter le plus possible d'attraper des poussières. Toutes les pièces sont nettoyées évidemment dans un bain à ultrasons. Alors, comme j'ai essayé de vous le dire, le coefficient de couplage, c'est vraiment un point critique. Et c'est pas très simple à faire. On a deux problèmes. Tout d'abord, à température ambiante, les modes sont pratiquement pas visibles. On veut obtenir un coefficient de couplage égal à 1 à basse température. Or, le coefficient de couplage, il évolue comme le coefficient de surtension. C'est-à-dire que quand on va passer de l'ambiante à 300 K, le coefficient de surtension est multiplié typiquement par 5000. Et il en est de même pour le coefficient de couplage. Ce qui veut dire que pour espérer avoir un couplage unitaire à basse température, il faut avoir un coefficient de couplage de 2-10-4 à température ambiante, ce qui revient à avoir un coefficient de réflexion à l'entrée de... Enfin, la profondeur du trou qu'il faut détecter, c'est 3-10-3 dB. Hein, donc c'est quand même très limite. Vous avez ici une image qui a été obtenue après pas mal
de nettoyage hein, de ce qu'on peut observer à température ambiante. Et vous voyez que déjà, on est à 7-10-3, donc c'est déjà beaucoup trop fort. Donc ça, c'est un des premiers problèmes. Comment obtenir le couplage idéal à basse température, tout en ayant beaucoup de difficultés à l'observer à température ambiante. Et puis le deuxième problème, ben, on en a parlé l'autre fois, c'est la dégénérescence. Les modes apparaissent en général comme des doublés. Donc il faut supprimer un des modes du doublet. Je vous ai parlé l'autre fois de la répartition l'écart entre les modes jumeaux qui était beaucoup plus fort pour les modes dont le numéro azimutal est un multiple de 3. Or, il se trouve que 15 est un multiple de 3. On a choisi le mode m égale 15, pas pour cette raison, mais il se trouve qu'il fait partie des modes où l'écart entre les modes jumeaux est relativement important. Et ça, c'est favorable parce que c'est beaucoup plus facile d'annuler un mode lorsqu'il est séparé de l'autre que lorsqu'on a deux modes qui sont presque à la même fréquence. Donc ça, bon, la chance aussi, quelquefois, nous aide. Donc je ne vais pas trop détailler, mais j'en dis un peu plus sur ce problème de dégénérescence. Ça, c'est un travail qu'on a fait pendant la thèse de Pierre-Yves Bourgeois pour essayer d'expliquer et de modéliser un tant soit peu ces problèmes de dégénérescence. À l'époque, on avait fait l'hypothèse que le résonateur peut être vu comme en fait un guidon électrique refermé sur lui-même. Donc on peut utiliser la théorie des lignes pour simuler ce résonateur. Et donc dans cette ligne qui est refermée sur elle-même, vous pouvez avoir des ondes qui se propagent dans les deux sens. Et on a une résonance à condition qu'après un tour de manège, eh bien, l'onde se retrouve en phase. Donc il faut que le déphasage au bout d'un tour soit un multiple de 2π, 2mπ. À ce moment-là, on va avoir une tension qui va être proportionnelle à cosinus nφ. Donc ça, ou sinus nφ. Hein, et vous voyez ici que les ondes qui se propagent dans les deux sens sont complètement indépendantes. À partir du moment où vous avez un défaut dans ce guide diélectrique, par exemple un défaut géométrique ou une inclusion dans le saphir, on va avoir un accident le long de cette ligne. On peut modéliser cet accident par une petite impédance ici qui court-circuite ces lignes. Et à ce moment-là, les deux ondes donc, quand les ondes arrivent sur cet accident, une partie va être transmise et une partie va être réfléchie. Et donc, à ce moment-là, les deux ondes qui tournent dans des sens inverses ne sont plus indépendantes, elles sont couplées. Et bon, on obtient à ce moment-là une dégénérescence. Et ce qui est aussi important, c'est que un des modes va avoir un zéro au niveau de l'accident et l'autre va avoir un maximum. C'est-à-dire que les pétales de notre résonance vont être accrochés après le défaut et non pas après la boucle de couplage. Ça, c'est une importance. Bon, ça c'est pour me faire plaisir, si vous voulez. Donc on a un problème multidimensionnel où on a les deux couplages qui peuvent être répartis de façon angulaire quelconque, et puis on a une perturbation. Donc comment régler tout ça pour que ça marche bien? On peut utiliser la théorie des graphes, je ne rentre pas là dans les détails. Tout ça, ça permet de faire des calculs, et si on fait des calculs, il faut faire une manip pour vérifier le calcul. Donc on a monté un petit système ici où on avait possibilité de tourner les antennes et le saphir comme on voulait, et puis on a ajouté une perturbation en collant un petit morceau d'alumine sur un résonateur, et on a regardé ce qui se passait. Et vous avez ici donc les images de ce qu'on observe en fonction des différents angles, et le calcul tiré de ce modèle basé sur la théorie des graphes ici. Et vous voyez que ça colle assez bien. Donc ça permet de démontrer, si vous voulez, que le pattern des modes est accroché après la perturbation.
Alors revenons à notre résonateur cryogénique. Donc on a réalisé l'ensemble de notre cavité, on a réglé au mieux la position des sondes, et puis on fait un premier refroidissement, et voici ce qu'on obtient pour le mode WGH15, qui est proche de 10 gigas. Et ce qu'on observe en général, c'est ça. On a deux modes. Alors ils sont séparés de 8 kg, mais ils ont à peu près la même amplitude. Et donc si on essaie de faire un oscillateur avec ça, on a toutes les chances d'avoir des sauts de fréquence indésirables. Donc il faut réussir à tuer un des modes. Donc j'ai refait ici l'image du résonateur et des lignes de champ magnétique qu'on appelle des pétales. Donc vous avez ce mode-là qui est en cosinus et l'autre qui est en sinus nφ. Hein. Et puis la perturbation, lorsqu'on a un résonateur parfait, la perturbation principale, c'est la sonde de couplage qui va avoir obligé le mode à avoir son maximum ici. Mais quand on a une perturbation, ce n'est plus le cas. Les pétales la position des pétales est fixée par cette perturbation. Et donc, on a toutes les chances que la boucle de couplage soit en face des deux résonances. Et donc, on va obtenir ceci. Alors, on a mesuré les coefficients de couplage. Alors, le coefficient de couplage, il est proportionnel au carré du champ magnétique. Alors, on a deux modes, un qui a un champ magnétique en cosinus mφ, l'autre en sinus mφ. Et donc, les deux coefficients de couplage, alors β-, c'est pour le mode qui a la fréquence la plus basse, β+, c'est pour le mode qui a la fréquence la plus haute, et ils évoluent en cosinus et en sinus carré mφ. Et donc, si on connaît la valeur des couplages β- et β+, on connaît l'angle alpha qui donne la position de la perturbation, si vous voulez. Alors on peut le déterminer avec cette formule assez simple. Alors on le connaît, mais au signe près. C'est-à-dire qu'on a une chance sur deux de ne pas tourner dans le bon sens. Bon, cette fois-ci, on a eu de la chance. On a calculé un angle de 2,4 degrés. On a tourné le résonateur grâce à cette faculté de tourner la flasque inférieure. Et on a refroidi une deuxième fois le résonateur, et voici ce qu'on obtient. Donc on a tué complètement le mode dont la fréquence est la plus basse pour favoriser celui-ci. Et après, il nous reste à ajuster la position de la boucle pour obtenir un couplage unitaire à basse température. Et vous voyez ici des réglages successifs, donc c'est cette courbe-là qui permet donc à la fin d'atteindre ce qu'on cherchait, donc un couplage unitaire à l'entrée. Alors, ces courbes-là, on ne peut pas les modéliser parce que ça dépend du coefficient de surtension du résonateur, qui est variable. Hein. Des fois, on a 1 milliard, des fois, on a un peu moins, des fois, on a un peu plus. Et c'est aussi fonction de la géométrie de la boucle. Et comme on ne sait pas faire encore des boucles reproductibles, on est obligé de passer par ces étapes. Donc ça veut dire il faut un minimum de 3 ou 4 refroidissements avant d'obtenir le réglage optimum. Par des boucles reproductibles, en surface des boucles ou en position dans la... En surface. En surface, ouais. Alors, on a essayé de réfléchir à des solutions plus reproductibles. Et ça, c'est Yannick qui a fait tout un travail pour faire des boucles à partir de lignes microstrip. Alors, ça marche pas mal. En tout cas, à température ambiante, on n'a pas testé à basse température parce que ça va nous obliger à modifier pas mal notre cavité. Mais vous voyez ici, c'est à température ambiante. Hein, donc, ce qu'on obtient, donc ça, c'est la distance entre la boucle et le résonateur. Et ça, c'est le coefficient de couplage. Et ça, c'est le coefficient de surtension en charge. Et vous voyez qu'en bleu, c'est la boucle classique faite à partir du câble SMA, et en rouge, c'est ce qui a été obtenu grâce à la boucle à partir d'un microstrip. Voilà, donc ça, pour l'instant, c'est resté
dans cet état. L'étape prochaine, c'est de modifier une cavité pour pouvoir espérer inclure ça dans le montage. OK. Donc notre résonateur est prêt maintenant, le couplage est bien réglé. Maintenant, il faut faire du froid et donc parler un petit peu de cryogénie. Alors, très rapidement, ce qui s'est passé dans les premiers temps de nos essais. Donc, on a travaillé, comme je vous l'ai dit la dernière fois, à partir d'hélium liquide. Donc, on a fait transformer une des pièces du labo pour accueillir 2 cryostats qui permettent chacun de contenir 100 litres d'hélium. Et donc, le résonateur est ici, hein, attaché le long d'une grande canne. Et tout ça s'est plongé dans l'hélium liquide. Et ça nous a permis d'obtenir les premiers résultats probants, des stabilités en dessous de 10-14. Vous avez ici un des résultats obtenus, je pense, en 2004 ou 2005, je ne sais plus. Alors, la courbe qui suit, c'est une comparaison entre cette machine qui est basée sur un bain d'hélium liquide et une machine qui marchait avec un cryogénérateur. Donc, cette courbe a été faite un peu plus tard, mais elle montre en fait que donc on a ici le battement entre 2 machines, et le battement il évolue au cours du temps et il suit la pression atmosphérique, hein, que j'ai récupérée sur un site de Météo France. Et vous voyez une corrélation pratiquement parfaite entre la pression atmosphérique et la fréquence du battement. Tout simplement, lorsque la pression atmosphérique change, on change très peu, mais quand même la température du bain d'hélium liquide, et ça a un effet sur le résonateur, sur l'oscillateur, pardon. Alors, quand on a fait ce battement entre une machine à hélium et une machine à cryogénérateur, on pensait réellement que le cryogénérateur était plus mauvais. Mais la mesure démontre le contraire. Alors évidemment, on peut pallier ce problème en faisant une régulation de pression au niveau du bain d'hélium, mais ça, on ne l'a jamais mis en œuvre. Alors, quelques images assez anciennes qui... Ah oui, on a aussi inventé, entre guillemets, on était très perturbé par ces modes parasites. On se disait jamais on va arriver à faire osciller un truc comme ça avec des modes parasites aussi denses. Et donc on a eu l'idée de supprimer les murs de la cavité. Parce que les modes parasites, ils sont assez peu couplés dans le résonateur. Et donc si on enlève les murs et qu'on met un absorbant micro-ondes autour, ces modes-là, ils vont disparaître du spectre. Et donc on a eu cette idée-là. La première image, c'est vraiment un démonstrateur fait de briques et de broc. On avait 2 flasques disponibles, on a taillé des poteaux dans des vis en laiton, et puis on a mis une boucle ici, et puis on a plongé ça dans l'hélium liquide. Ici, vous avez le circuit d'entretien qui était fixé au-dessus du cryostat, vous voyez, de façon assez bricolesque, hein, mais c'est comme ça qu'on a obtenu nos premiers résultats. Ensuite, on a amélioré un peu le dispositif. Et puis ça, c'est une autre image qui montre le test d'un autre résonateur qui nous avait été prêté par nos amis australiens. Mais ensuite, donc, il y a eu le projet ELISA. Et là, c'était hors de question d'utiliser un bain d'hélium liquide. C'était une des spécifications du contrat, tout simplement parce que ces machines sont destinées à être placées au pied de cette antenne qui est dans la Pampa argentine. Après 40 bornes de piste, il n'y a aucune facilité d'hélium liquide, évidemment. Donc, il faut absolument utiliser un cryogénérateur. Donc il faut faire du froid. Donc là, on va refaire un peu de thermodynamique, mais je vous rassure, comme moi j'y comprends pas grand-chose, j'ai quand même limité mon discours. Non, je plaisante. Vous savez que pour faire du froid à partir d'un fluide, on va lui faire subir un certain cycle, et puis on va lui faire absorber de la chaleur à basse température, et on va lui faire cracher cette quantité de chaleur à une température plus élevée. Évidemment, tout ça, ça a un coût, et il va falloir fournir un travail pour extraire cette chaleur. Alors,
lorsqu'on commence la thermodynamique, on nous parle toujours du cycle de Carnot, qui est le cycle idéal, parce qu'il n'utilise que des cycles réversibles. Et donc, on peut représenter ce cycle suivant ce type de schéma en pression-volume ou en entropie-température. Alors, on va partir du point A, et puis on va faire subir une compression isotherme au fluide. Ensuite, on va continuer la compression, mais cette fois sans échange de chaleur, et on va abaisser la température du fluide jusqu'à une température TC. Ensuite, donc ici c'est une transformation adiabatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange de chaleur à ce niveau-là. Ensuite, on va faire une expansion au gaz, donc on va augmenter son volume, et donc c'est à ce moment-là qu'il va donc absorber de la chaleur, ici, QC. Ensuite, on fait une expansion, une détente isotherme pour revenir au point A. Et donc ce cycle, il enferme une certaine surface qui correspond donc au travail qu'il faut fournir. Le coefficient de performance du cycle, ici, il dépend seulement des températures de départ et d'arrivée. Donc super, on peut essayer de faire du froid avec ça. Seulement, on va être confronté à un problème assez rapidement, qui est qu'on va avoir du mal à descendre beaucoup en température, parce que si, bon, ça c'est tiré de la formule des gaz parfaits, il n'y a rien de très compliqué là-dedans, qui nous dit que pour avoir, en partant d'une température ambiante, et si on veut par exemple arriver à 50 K, il faut une différence de pression, un rapport entre la pression de départ et la pression d'arrivée de 100. Donc ça, techniquement, c'est très très difficile à faire. Et donc il va falloir trouver des astuces pour pallier ce problème. Le gamma de l'hélium. Pardon ? Le gamma de l'hélium. Le gamma de l'hélium, oui. Ah, non, pardon. 1,66. C'est bon. Donc dans les machines, on utilise des cycles un peu différents. Et encore, ici, c'est très, très schématique, parce que ces cycles, ils n'ont pas exactement ces formes-là. En tout cas, le premier type de grille-couleur qu'on peut rencontrer, il utilise ce qu'on appelle un cycle de Stirling. C'est à peu près comme tout à l'heure. On a donc une compression isotherme ici, au départ, donc un compresseur qui va comprimer le gaz. Et puis, ensuite, on va avoir une détente, mais isochore, c'est-à-dire qu'on ne va pas changer le volume. Et on va refroidir ici le gaz. Alors dans le diagramme ST, on va avoir une courbe ici, une droite qui est inclinée. Ça veut dire que le gaz, il va donner de la chaleur. Et donc il faut quelque chose qui absorbe cette chaleur. Donc vous avez ici un petit dessin qui représente donc la partie à température ambiante. On va tout d'abord comprimer le gaz. Et vous voyez ici qu'on a une espèce de mousse que les gens appellent régénérateur. Et donc c'est lui qui va accumuler la chaleur donnée par le gaz. Okay, donc le gaz donne cette quantité de chaleur QBC ici. Ensuite, tout à l'heure, on va faire donc à basse température une détente ici. Et c'est là qu'on va absorber la chaleur qui vient de notre expérience. Et ensuite, à l'inverse, on va avoir une compression isochore ici. Et cette fois, le gaz va récupérer la chaleur qui était comprise dans le générateur. Et le cycle va se répéter comme ça. Voilà. Alors vous voyez, oui, déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il faut donc ce générateur. Et puis, ici, on a un piston qui est placé à basse température. Et donc, un piston à basse température, c'est assez fragile. Alors, pour ce qui est des machines qui fonctionnent au-dessus de 40 K, il n'y a pas de problème pour le régénérateur. Il suffit d'utiliser de l'inox. En tout cas, c'est un matériau qui a suffisamment de capacité calorifique à cette température pour
effectivement absorber de la chaleur. Donc les gens utilisent des billes en inox ou des fins grillages qui permettent donc de faire passer le gaz et d'absorber une partie de sa chaleur. Donc à ces températures-là, aucun problème. Par contre, lorsqu'on descend en température, vous savez que la capacité calorifique des corps chute énormément. Et donc là, on a un problème pour trouver le matériau qui va bien pour essayer de descendre à des températures proches de la température de l'hélium liquide. Donc là, les gens utilisent des terres rares, hein, et c'est un petit peu le savoir-faire des gens de la cryogénie. En tout cas, c'est un élément très, très sensible. Alors, ces machines de Stirling, donc là j'ai représenté, enfin j'ai piqué ça dans des présentations. Hein. Donc on a le compresseur ici qui lui est à température ambiante. Le régénérateur, ici c'est la partie où on va attacher notre expérience. Et puis donc le piston ici qui doit être coordonné, hein, dont les mouvements doivent être coordonnés, qui lui est à basse température. Donc ça, c'est des machines qui sont en général faites pour des cycles assez rapides, hein, entre 40 et 60 Hertz. Alors les gens assez vite ont été confrontés au problème de ce piston à basse température. Et bon, il y a une technique très intéressante qui permet de remplacer ce piston mobile par en fait une onde de pression à l'intérieur d'un tube. On a une espèce on a un gradient de pression dans ce tube et on a une espèce de bouchon de gaz qui va bouger et qui fait exactement le même travail que le piston mobile ici. Donc c'est ce qu'on appelle les pulse tubes. Et ça, c'est au niveau de la durée de vie du cryogénérateur, c'est vachement favorable. Bon, il y a quand même une petite astuce parce qu'il faut régler la phase du mouvement de ce piston gazeux pour optimiser, hein, et on fait ça en ajoutant c'est comme un circuit électrique, on ajoute une self et une capacité pour régler la phase du mouvement de ce bouchon gazeux. Donc l'intérêt du pulse tube, c'est qu'on n'a plus de pièces mobiles à froid, et ça, bon, pour la durée de vie et pour les vibrations, c'est favorable. Donc bon, ça, c'est pas des machines qu'on utilise encore au laboratoire. C'est des machines qui sont destinées à faire des températures de l'ordre au-dessus de 50 K, je dirais au-dessus de 40 K. C'est des petites machines qui peuvent équiper des systèmes de vision infrarouge ou des satellites de télécom. Donc Thales est très bien positionné sur ce genre d'engin. Nous, on n'utilise pas ces machines, enfin, en tout cas pas encore. On utilise des machines qui fonctionnent sur un cycle un peu différent, qui est le cycle d'Ericsson. Les droites verticales qu'on avait tout à l'heure, elles sont remplacées ici par des droites horizontales, donc on a des transformations isobars. Mais comme tout à l'heure, on a également donc un régénérateur qui permet d'absorber la chaleur du gaz contenue dans le gaz durant cette transformation ici. Et donc, comme tout à l'heure, on va avoir donc un compresseur qui va communiquer une haute pression au gaz. Le régénérateur, un piston à basse température qui permet de faire la détente pour absorber la chaleur de l'expérience. Et puis, à la fin, on va basculer sur un régime basse pression et le gaz va absorber, va absorber la chaleur contenue dans le régénérateur, comme tout à l'heure. Donc, encore une fois, on a un piston mobile ici, mais on peut très bien remplacer ce piston mobile par un piston gazeux, et on a à ce moment-là un pulse tube. Donc ce tableau, il résume assez bien les différentes configurations qu'on peut obtenir. Alors, si on cherche à faire du froid, mais qu'on a des problèmes d'encombrement ou de puissance, on va utiliser donc des machines de type Stirling. Alors, soit avec des pistons mobiles, soit avec un pulse tube.
Donc ça, c'est des machines qui fonctionnent en général entre 50 vers 50 Hertz. Nous, les machines qu'on utilise, elles sont ici, donc c'est des cycles d'Ericsson, et on utilise évidemment des pulse tubes pour éviter d'avoir ce piston mobile à basse température. On verra que ça s'est remis en cause aujourd'hui parce qu'on pensait que les machines à piston mobile généraient beaucoup trop de vibrations. En fait, on a démontré qu'on pouvait quand même utiliser ce type de machine. Mais en tout cas, Ulysse 2G, lui, il est basé sur une machine à pulse tube. On n'arrive pas à faire 4K avec un seul étage, donc il faut 2 étages. Donc vous avez ici un schéma assez simplifié des deux pulse tubes. Donc on a le compresseur qui est à l'extérieur et une vanne rotative qui permet de basculer entre haute et basse pression à un rythme qui est proche de 1 Hz. Donc vous avez ici une photographie d'un cryogénateur Cryomec qui équipe la plupart de nos machines. Alors on a plusieurs types. Les premières machines qui sont basées sur des pulse tubes assez puissants, capables de générer des puissances de froid supérieures à 500 mW à 4K. Mais ces machines fonctionnent, comme je l'ai dit l'autre fois, avec des compresseurs qui nécessitent pas mal de puissance et du triphasé. Et Ulysse 3G, donc les machines qui sont commercialisées, on a réussi à optimiser le cryostat pour diminuer en fait la puissance par 2 et fonctionner avec des compresseurs de seulement 3 kW. Alors au labo, il existe également d'autres machines. Ça permet de faire un survol. Donc on a le premier cryogénérateur qu'on a acheté, ça c'était encore à l'époque du LPMO, je crois que c'était de toute façon, les premiers pulse tubes, ça date des années 2000. Donc, il est arrivé en 2005, je crois, quelque chose comme ça. Donc, c'est une machine qui fonctionne toujours, qui permet de faire des manips rapides, qui permet de pré-régler les couplages de nos résonateurs. C'est quand même une machine qui a des petits soucis. De temps en temps, elle ne fonctionne pas correctement, donc elle commence à vieillir, quoi. Ça, c'est une machine à un seul étage qui a été achetée dans le cadre d'un projet région pour essayer de faire un oscillateur à faible bruit de phase. C'est un pulse PT30 de chez Cryomec, mais qui, lui, ne permet pas de descendre à 4K. Et la température minimale qu'on peut obtenir, c'est à peu près 35K. Voilà. Donc ça, je le dis ici parce que c'est des machines qui peuvent servir à d'autres. Si vous avez des besoins en cryogénie, venez me voir, on peut en parler. Et enfin, on a une troisième machine ici qui est le cryogénérateur qui avait été acheté par Serge Galliou pour refroidir des quartz, qui, lui, est une machine super puissante qui vient du Japon. Alors, il y a 2 constructeurs de pulse tube, Cryomec et Sumitomo. Et cette machine est capable de délivrer 1 watt à 4K. L'état actuel de la machine ne permet pas de refroidir simplement des résonateurs, mais j'ai l'intention d'essayer de la remettre un petit peu en ordre. D'ailleurs, si vous avez des fonds de tiroir, ça m'intéresse. J'ai besoin d'un petit peu d'argent pour fabriquer des blindages et des enceintes à vide. Voilà. Ok. En tout cas, ça, c'est des machines qui sont disponibles à d'autres expériences. Alors, c'est des machines très robustes. On n'a pratiquement jamais eu de problème. On a quelquefois des problèmes sur la ligne d'hélium, il peut y avoir des fuites, mais c'est très très robuste. Il n'y a qu'une seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est le compresseur. Alors le compresseur, il doit comprimer de l'hélium assez fortement et ça chauffe fort. Donc ça, le compresseur, il n'aime pas. Donc il faut refroidir le truc et pour faire ça, ils injectent de l'huile dans l'hélium. Et l'huile permet d'échanger mieux la chaleur au sein des compresseurs, okay, mais surtout il faut l'enlever parce qu'il ne faut pas que l'huile aille dans le régénérateur, parce que là ça fait de la purée et c'est fini. Donc il y a des systèmes de séparation et un filtre absorbant qu'il faut changer de temps en temps pour éviter le problème.
si jamais on met d'huile dans le régénérateur, je pense que la machine est foutue. Hein. Donc, bon, ils préconisent de changer les filtres tous les 2 ans, je crois. Voilà. OK. Il est 8h02. Ah non. Ouais. OK. Donc maintenant, je vais parler des projets passés. Donc, bon, j'en ai déjà parlé, mais on va rentrer un peu plus dans les détails. Donc, le projet ELISA, c'est vraiment celui-là qui nous a mis en route pour ça. Hein. Et donc, l'ESA est venue nous voir en nous disant ah, c'est vachement bien les oscillateurs Saphir, mais nous, on ne veut pas de bain d'hélium. Donc, est-ce que vous êtes capable de nous faire un démonstrateur qui fonctionne de façon autonome et qui est capable de fournir un signal dont la stabilité de fréquence relative est de 3-10-15 entre 1 et 1000 secondes. C'est la seule spec qu'ils nous ont donnée. OK. Et donc, ils nous ont dit OK, Femto, vous avez le contrat, seulement il faut vous associer. C'est l'Europe. Hein, donc vous vous associez avec les Anglais, le NPL, et puis TimeTech. Alors, le NPL avait en charge la partie cryogénique. On verra que, bon. Et puis TimeTech, c'était surtout les problèmes de synthèse. TimeTech, c'est une société allemande qui est très proche de l'ESA et qui avait toutes les compétences requises pour faire une bonne synthèse de fréquences. Bon, les Anglais, ils ont bien bossé, mais bon, ils se sont contentés en fait d'aller chercher un cryogénérateur chez Oxford Instruments. C'est quand même pas très loin. Bon, j'exagère un peu, mais pour ces machines-là, on avait déjà tellement de problèmes à résoudre avec notre résonateur et l'électronique qu'on n'a pas beaucoup investi dans la cryogénie. Et donc on a acheté une machine toute faite qui nous a servi ensuite, évidemment, qui nous a beaucoup inspiré par la suite. Donc là, on utilise... Alors, à l'époque, ce n'était pas un cryomèque, c'était une machine qui venait d'Allemagne. Il y avait une société qui faisait de la cryogénie qui s'appelait Vericold. Mais en fait, pendant le projet, elle a été rachetée par Oxford Instruments. En fait, le but, c'était de tuer la société concurrente. Vericold n'existe plus aujourd'hui. Bon, alors le système est assez simple, hein, de conception. On a une structure suffisamment rigide qui va supporter la tête froide qui est suspendue par un soufflet. Et puis le résonateur, il est accroché avec des barres de suspension ici suffisamment rigides. Et la chaleur est conduite à partir de liens thermiques flexibles. Alors dans la machine Oxford, c'était pas des braids, c'était des lames de cuivre. Ainsi, on espère que les vibrations du cryogénérateur vont être suffisamment filtrées pour ne pas perturber donc le résonateur. Et donc, bon, on a bossé 2 ans là-dessus, hein, pour finalement obtenir cette courbe en rouge ici, qui convient parfaitement au spec demandé par l'ESA. Et alors ça, c'est des courbes. Donc on avait ici nos concurrents et amis australiens, hein, et puis des cavités optiques, c'était à l'époque. Hein. Voilà. Donc c'était un succès. Et du coup, l'ESA nous a demandé d'installer cette machine donc, en Argentine, et aussi nous a demandé à réfléchir à une possibilité d'industrialisation. Parce que l'ESA, eux, ils veulent des machines qu'ils peuvent acheter sans trop se poser de questions. À la fin du contrat ESA, on a également obtenu l'Equipex Oscillator IM pour lequel on a construit 3 machines. Hein, vous connaissez ces courbes-là. On a 3 machines qui présentent des instabilités inférieures à 10-15 sur le court terme et qui servent de référence au laboratoire. Et puis, en parallèle, je ne me souviens plus exactement une de ces machines, en fait, elle peut être mise dans le camion qui est sur le parking, et on a testé, donc on a fait tester cet oscillateur par plusieurs collègues, et on l'a également loué au CNES dans le cadre du projet Pharao. Ils avaient besoin d'un oscillateur pour tester leur synthèse, donc on a été
plusieurs fois à Toulouse et les collègues ont été plusieurs fois à Friedrichshafen, comme ça, enfin, en Suisse, où il y a une base de test. Voilà, bref. Et donc ça, c'était le projet Ulysse. L'idée, c'était de faire la promo de ces machines et surtout d'avoir des retours. Et les gens sont contents, les performances sont compatibles avec ce qu'on veut. Ce qui les a impressionnés surtout, c'est le temps de mise en route. C'est 24 heures et puis on a un signal. Ça vraiment, ça plaît. Par contre, ça consomme trop, 6 kW, il faut du triphasé, c'est compliqué. Et puis, il faut extraire la chaleur du compresseur. Donc ça, c'était vraiment les points négatifs. Et c'est là-dessus qu'on a travaillé par la suite. Donc, c'est le projet Ulysse 2G. Donc, le projet Ulysse 2G, si vous voulez, c'est la thèse de Christophe. Hein. Et on a fixé des objectifs. Stabilité de fréquence, bon, c'est toujours la même spec. Autonomie, bon, ça veut dire qu'il faut un cryogénérateur. Et une volonté de valorisation, à l'époque, un prix de vente inférieur à 200 kg. Le cryogénérateur, il doit avoir certaines caractéristiques, et notamment ne pas consommer plus de 3,8 kW, ce qui rend possible un fonctionnement en monophasé. Bon, il y a d'autres contraintes, parce qu'on avait l'idée quand même d'essayer de valoriser ces machines. Bon, il faut un coût concurrentiel, un fonctionnement sans interruption pendant 2 ans, une maintenance minimale et surtout une robustesse au transport. Et aussi une certaine intégration, pas trop moche si possible. Et donc on a regardé des machines qui existaient dans le commerce. Il n'y en a pas beaucoup qui fonctionnent avec un compresseur de 3 kW. Et il y a en particulier, je crois que c'est le seul, hein, en tout cas à l'époque, le Pulstul Cryomec, en PT403, qui ne délivre que 220 mW à 4,2 Kelvin. Donc ça, c'est la courbe ça, c'est la température du premier étage, la température du second étage. En fonction des puissances dissipées, on a des valeurs ici qui permettent ensuite de dimensionner notre cryostat. Vibration. Donc on a un problème de vibration. Et c'est assez compliqué. On a fait beaucoup de mesures dans tous les sens. Ouais, c'est compliqué, les vibrations. En fait, tout vibre dans ce bazar. On a la vanne tournante. Bon, puisque ça tourne, ça bouge. Bon, alors, avec les pulse tubes, on peut la déporter. Donc ça, c'est déjà bien. Après, il y a la force qui est induite par le fait qu'on change de pression dans le tube. Donc ça va pousser la tête. Et puis ensuite, on a les pressions qui sont dans ces pulse-tubes, donc qui varient, et donc le tube va être déformé. Et donc on a un mouvement qui est lié au cycle thermodynamique. Hein. Donc on a un mouvement à peu près à 1 Hertz, et tout ça, ça bouge joyeusement. Ensuite, on a tout ce qui supporte, ça peut se déformer, et puis on a aussi le compresseur qui fait beaucoup de bruit. Bon, typiquement, si on fait des mesures, on obtient ce type de déplacement. Bon, c'est vraiment des valeurs moyennes. Hein, et donc ça, il va falloir... on a parlé de la sensibilité accélérométrique de l'autre fois, ça c'est beaucoup trop, il faut atténuer les vibrations. Et puis la température n'est pas stable non plus. Si on met un thermomètre sur le doigt froid, ici on va obtenir ceci. Alors on obtient une basse température, mais la température est modulée au rythme du cycle thermodynamique. Et on a une variation de 150 millikelvin pic-pic. Ça, c'est pas envisageable de fixer directement le résonateur au niveau du doigt froid. Alors, pour pallier ces problèmes, bon, on s'est inspiré évidemment de ce qui a été fait. Il y a beaucoup de publications sur l'utilisation des cryogénérateurs. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, c'est très spécifique. Donc, c'est assez difficile de s'y retrouver. Mais on peut trouver quand même 3 types de géométrie, enfin de mise en œuvre.
déjà des solutions passives, c'est-à-dire comme notre cryostat Oxford, on va utiliser des supports suffisamment rigides et puis des systèmes souples qui permettent de transférer la chaleur. Ok, donc ça a déjà fonctionné avec ELISA, donc pourquoi pas. Ensuite, il y a des gens qui ont tenté de faire des contrôles actifs, c'est-à-dire qu'on va mettre des piézos quelque part pour contrôler les mouvements du pulse tube. La difficulté ici, c'est que le pulse tube, il évolue dans les 3 dimensions. En tout cas, l'efficacité suivant les 3 axes n'a jamais été démontrée, et moi, personnellement, je n'y crois pas une seconde. En tout cas, non, c'est trop compliqué. Bon, il y a une autre idée qui est pour passer les calories, on va complètement découpler l'expérience du doigt froid et la chaleur va être transportée par de l'hélium liquide. Donc on va avoir une boîte ici qui contient un mélange liquide-vapeur d'hélium et qui permet de découpler mécaniquement, du moins en partie, parce qu'il y a toujours les vibrations qui viennent de la tête. Voilà. Ce truc-là, c'est assez compliqué à mettre en œuvre, il faut bien contrôler les pressions. Voilà. Et en tout cas, c'est incompatible avec un fonctionnement basse consommation, parce que comme les couplages thermiques ne sont pas évidents, on a besoin de beaucoup de puissance. En tout cas, ça, c'est ce qu'utilisent nos concurrents australiens. Et au niveau du spectre de vibration, ben, ce n'est pas beaucoup mieux que ce qu'on obtient. Donc, en tout cas, nous, on a voulu faire simple. On a décidé d'utiliser que des méthodes passives et en essayant d'optimiser tout ça. Donc, on a la tête froide et la vanne qui est déportée. On a un soufflet qui permet de limiter l'impact du mouvement de la tête sur la structure, qui est donc une enceinte à vide qui va servir également de support. Et puis, le résonateur est accroché à ce support rigide par des barres ici qu'il va falloir dimensionner. Et encore une fois, donc, les frigories, les calories du froid, si vous voulez, elles sont apportées par des liens flexibles qui sont des tresses en cuivre. Ici, vous voyez une pièce qui est un peu plus épaisse, qui est un ballast. On va mettre ici une charge thermique, une grosse capacité calorifique pour filtrer les fluctuations de température qu'on a au niveau du doigt froid. Et tout le truc, c'est de faire un compromis entre la température minimum qu'on veut obtenir ici et puis l'isolation des vibrations. Alors les tresses. Les tresses, on en trouve dans le commerce. Il y a une société américaine qui en fabrique. C'est très cher. C'est certainement très efficace. Mais nous, comme on n'est pas très riches, ah oui, pardon, le projet LUIS 2G, il est fait en collaboration avec une petite société qui a été rachetée depuis, qui s'appelle MyCryofirm. Peut-être que vous avez vu Julien, c'est un gars qui vient ici de temps en temps, qui était le patron de la boîte. Et donc, c'est des spécialistes de cryogénie et ils ont mis au point en fait une technique pour fabriquer des tresses qui sont relativement, enfin en tout cas suffisamment efficaces pour nous. Le problème des tresses, c'est il va falloir faire un contact thermique sérieux avec l'embase en cuivre ici, donc il faut un emboutissage et une soudure qui ne sont pas évidentes à faire si on veut un bon contact thermique. Donc on a effectivement la résistance thermique du cuivre, qui dépend de la qualité du cuivre, okay, on peut choisir un très bon cuivre, mais on a également la résistance thermique de l'emboutissage, et puis en finale, la résistance thermique de contact entre cette pièce et les différents éléments qu'on veut thermaliser. Voilà ce qu'on obtient, en tout cas avec ce type de presse de tresse faite par MyCryofirm. On a des résistances thermiques qui sont de l'ordre de 1 Kelvin. C'est un grand cas, ça, normalement. 1 Kelvin à 70 K, donc c'est pratiquement négligeable. Par contre, à basse température, ça commence à causer, quoi. Ça veut dire que si vous mettez 100 milliwatts, vous avez une différence de température de 0,7 Kelvin.
Donc c'est quand même à prendre en compte. Ensuite, pour le découplage des vibrations, bon, nous on ne sait pas faire les grandes matrices qu'utilisent nos collègues de mécanique. On a des modèles beaucoup plus simples. Donc on a ici une masse à refroidir qui est suspendue sur un support qu'on suppose infiniment rigide. Et la suspension, elle a une certaine raideur, K0. Et puis on a un lien thermique ici, les tresses, qui ont également une certaine raideur. Et si on se place en dessous de la fréquence de résonance de ce bidule, qui est en gros K0 sur M, eh bien, on a un déplacement qui va être atténué par le rapport des raideurs. Et donc, bon, on peut penser à mettre des barres, tout simplement. Alors, une barre en compression, c'est assez raide. Par contre, en flexion, bon, c'est pas si raide. Et donc, suivant le matériau qu'on utilise, on va avoir différentes raideurs et il va falloir optimiser tout ça. Alors, on a notre masse à suspendre ici, on a notre élément rigide, et puis on a par exemple 3 barres. Alors ça, c'est très efficace dans la direction axiale. Par contre, en flexion, c'est beaucoup moins efficace. Alors si je calcule, en fonction des données que j'ai présentées dans le tableau précédent, je peux calculer les fréquences en fonction de la masse. C'est assez facile de calculer les premières fréquences de résonance de cette masse. Alors si je prends des tubes en inox, dans la direction axiale, la première fréquence de résonance, c'est 380 Hz. Ça veut dire que c'est très rigide. Par contre, en flexion, la première fréquence de résonance, elle est à 19 Hz. Si j'utilise un matériau... Alors, l'inox, c'est très bien, seulement ça conduit la chaleur. Donc, on va essayer d'utiliser des matériaux moins conducteurs. G10, c'est de la fibre de verre. C'est un truc qui est utilisé typiquement en cryogénie. Et bon, on a des fréquences de résonance aussi intéressantes. Le millard, ça conduit encore moins la chaleur, mais c'est beaucoup moins rigide. Et là, on risque d'avoir des problèmes parce qu'on se rapproche beaucoup du 1 Hz du cryogénérateur. Alors, cette première évaluation, évidemment, elle ne peut pas tenir en compte des mouvements très biscornus de notre système. En fait, il a fallu passer ici à des calculs éléments finis. Donc, ça, c'est le travail de Guillaume. Et pour voir que, bon, si on met des barres en V ici, on va augmenter la raideur dans la direction transverse. Et on voit ici que, bon, par exemple, on passe de 13 Hz à 40 Hz ici, ce qui permet de repousser le plus possible les fréquences de résonance. Donc, a priori, avec le millard, ça doit fonctionner. Et c'est ce qu'on a tenté. Bon. Maintenant, il faut voir, là on a regardé le côté mécanique, maintenant qu'est-ce qui se passe au niveau thermique? Alors il faut essayer de dimensionner notre système, et bon, là c'est pareil, on peut effectivement utiliser comme seul, mais on ne s'en sortira pas. Il faut déjà faire des règles de 3 avant. Alors bon, on commence, on a notre premier étage ici, avec un premier blindage. Et puis si je fixe la température de ce premier étage, je suis capable de calculer tous les échanges de chaleur avec l'enceinte externe. Bon, c'est pas compliqué, il y a d'abord la conduction à travers les barres de suspension, et ça dépend que de la section, de la longueur et des caractéristiques de conductance du matériau qu'on utilise ici. Donc ça, on peut le calculer. Et puis il y a l'échange par radiation, qui dépend que des températures et des surfaces et de l'émissivité des matériaux. Et donc, je peux calculer, donc, figer la température T1 et puis, faire évoluer la température et voir la puissance qui a été changée avec l'enceinte à vide qui, elle, est à 300 K. Alors, c'est la courbe en rouge ici. Seulement, le cryogénérateur, il est là. Et donc, il y a un lien thermique avec une certaine résistance thermique.
Cette puissance ici, c'est la somme de PC et de PR. Ça va être absorbé par le cryogénérateur. Donc, on a une certaine différence de température. TA, c'est la température du premier étage ici. Et ça, c'est la courbe de charge du cryogénérateur qui est déduite de la courbe donnée par le constructeur. Et finalement, le point d'intersection, ça va nous donner le point de fonctionnement de notre système. Donc on va obtenir la température du premier étage. De là, on va obtenir la température du blindage T1. Et on sait où on est. Alors c'est pareil, on peut étudier ça en fonction des matériaux qu'on utilise. Alors pour le premier étage, ce qui compte, ce qui fait, c'est la radiation qui est prépondérante. Les échanges thermiques sont faits principalement par la radiation, ce qui veut dire que la nature des poteaux de suspension importe peu ici. Par contre, on va être très sensible à l'émissivité des matériaux. Et le mieux, c'est d'utiliser un blindage thermique en cuivre doré. Seulement, c'est beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus lourd. Et donc, on a tenté de faire fonctionner les machines sans ça, en utilisant des blindages en aluminium. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir une température du premier étage qui est assez élevée, ici aux environs de 70 Kelvin. Et on va recommencer la même opération, puisque maintenant on a... Donc ça, on avait la température du premier étage, mais la température du premier blindage est autour de 80 Kelvin. Et on recommence exactement la même chose pour le deuxième étage. Mais cette fois, c'est plus la radiation, mais c'est la conduction le long des barres qui va être prépondérante. Et là, on a tout l'intérêt d'utiliser du Millard. Si on utilise du Millard, on a calculé... Rappelez-vous de ces chiffres. On a calculé que notre résonateur, on est capable de le refroidir à 4,1 Kelvin. La température du deuxième étage sera à 3,4. Voilà. OK. On a des câbles micro-ondes qui vont également... la conductivité... attention, tu parles de 80 Kelvin. Parce que tu parles de 80. Là, tu dois faire l'intégrale entre... C'est un quart de la température ambiante et c'est un quart puissance 4. Ça, c'est la radiation, ça. Oui. Mais la conduction, il y a un gradient de température le long de ta suspension. Et ce n'est pas négligeable du tout. Et bon, c'est vrai que ça s'écroule, mais au-dessus de 4K, ça reste quand même non négligeable. Hein. Alors les câbles, ils vont également court-circuiter le cryogénérateur, donc il faut faire attention également. Si on utilise du cuivre, alors je ne sais plus trop les premiers... oui. Ok, vous voyez que le cuivre, alors on a 4 câbles. Et si on utilise des câbles en cuivre, ils vont rapporter une puissance de plusieurs watts. Donc il va falloir que la machine absorbe ces watts. Alors on peut utiliser de l'inox, c'est beaucoup mieux, les câbles en inox. Seulement les câbles en inox, ils ont beaucoup de pertes à 10 GHz. Et donc il y a un optimum, un compromis si vous voulez, qui est le bérium cuivre, qui est entre les deux et qui permet de limiter donc, la puissance apportée par ces câbles. Ensuite, on a des composants, comme je vous ai montré tout à l'heure, on a un certain nombre de composants passifs, un circulateur, des isolateurs, des diodes. Et là, on n'utilise que des composants classiques. On peut trouver chez certains fabricants des composants exprès faits pour la cryogénie, mais c'est hors de prix. Donc on a dit non. Donc on a acheté un certain nombre de modèles et puis tout simplement on les a testés. Hein. On les a mis en froid et puis on a regardé si leurs caractéristiques évoluaient pas trop. Alors en général, ça se passe bien. On a des
cette marque-là, qui est Ferrocom, ça ne fonctionne absolument pas. Par contre, les autres fonctionnent très bien. Ça, c'est les diodes de détection. Donc, on utilise des diodes tunnels. Les diodes Schottky, elles ne marchent plus à 4K. Hein, donc, on est obligé d'utiliser des diodes tunnels. C'est beaucoup plus sensible, déjà, c'est bien. Par contre, c'est plus fragile. On ne peut pas mettre trop de puissance. Et bon, on a eu quelques incidents dans le passé où on a grillé des diodes. Et c'est embêtant quand c'est dans le cryostat, ce qu'il faut rouvrir, quoi. On a fait toute une étude sur les caractéristiques des diodes en mesurant leur bruit et leur sensibilité. Et on ne s'attendait pas à ça. Ça, c'est la sensibilité de la diode en fonction de la puissance moyenne qui est envolée dans la diode. Et on a un optimum de sensibilité en fonction de la puissance qu'on va chercher à approcher ici. Tout ça, c'est lié au fonctionnement des semi-conducteurs. On n'est pas rentré dans les détails physiques de ça, mais en tout cas... on est conscient de ce point-là et on essaie de fonctionner sur un point optimum. OK, donc on a dimensionné notre cryostat. Tout ça, ça s'est fait en collaboration avec ma cryofilm et on a fait fabriquer. Hein, et vous voyez ici donc les suspensions en millard qui sont faites en impression 3D. Donc ça, c'est sympa parce qu'on peut les réaliser assez facilement. Et alors, je vous promets qu'on n'a pas triché. Ça, c'est la première manip de descente en froid. Et regardez les températures qui sont obtenues. Ça, c'est la température du premier étage, du deuxième étage. Et ça, c'est la température de notre expérience. Donc, entre les deux, il y a la résistance thermique des tresses. Ça, c'est ce qu'on avait prévu. Avec un modèle aussi simple que ça. Hein. Bon. Je vous promets qu'on n'a pas triché, mais on a eu de la chance. Sur d'autres machines, on est un peu moins proche. Mais quand même. Bon, quelques images qui vous montrent le blindage du premier étage, les tresses, et puis la cavité avec une autre vue. Ici, les composants qui sont fixés comme on peut sur la cavité. Et puis les mesures de vibration. Enfin, en tout cas, alors vous avez vu, il y a le soufflet qui permet de maintenir la tête. On peut le bloquer, le soufflet, c'est-à-dire annuler son effet. Alors on a fait battre notre nouvelle machine avec une des machines d'oscillateur IMP et on a regardé le spectre entre 1 et 10 Hz. Alors ici, on a bloqué le soufflet. C'est-à-dire que le soufflet ne fait plus son office de filtrer. Et on obtient 2 raies qui sont les raies qui correspondent au cycle thermodynamique des deux machines. Alors, par chance, elles n'ont pas tout à fait la même fréquence. Il y en a une qui tourne à 1,41 Hz et la nouvelle, Ulysse 2G, elle tourne à 1,47. Et on voit ici une grosse raie qui vient des vibrations. Il y a aussi les harmoniques. Et puis si on met en route le soufflet, c'est-à-dire si on enlève les vis de blocage, c'est terminé, on ne voit pratiquement plus l'arrêt de vibration. Et donc, ça veut dire que ça fonctionne. À partir de ce niveau détecté ici, on peut déterminer que le déplacement, en tout cas la fréquence du cycle, est inférieure à 0,1 micron ici. Et puis, ça, c'est la stabilité de fréquence obtenue. Donc, voilà, on est content parce que c'est dans les specs. Ah, température. Alors, oui, la température. Oui, on va finir par ça, je crois. Donc, comme je vous l'ai dit tout d'abord, on a pas mal de fluctuations au niveau du doigt froid. Et donc, il faut essayer de réguler la température de la cavité pour pallier à ça. Alors, un des premiers trucs qu'on fait, c'est qu'ici, on met en fait la flasque qui vient supporter le blindage thermique et la cavité. On prend de l'acier assez épais et on fait en fait une grosse capacité calorifique, ce qui permet, avec la résistance thermique des tresses, ici, d'avoir un filtre du premier ordre qui permet déjà
nettoyer un peu ces fluctuations de température. Et puis ensuite, on va faire un contrôle actif en mettant une sonde et un système de chauffage qui sont placés sur le pied de la cavité. Et on utilise un système Lakeshore commercial pour faire la régulation. Alors on utilise des sondes de type Cernox. Donc c'est des résistances dont la valeur dépend de la température. Et on utilise des Cernox CX 1050 ou 1070 qui sont faites pour travailler justement autour de 4 Kelvin. Alors quand on regarde le catalogue, enfin le manuel de l'instrument, ici Lakeshore, il nous donne quelques chiffres sur la résolution et ce qu'on peut attendre en termes de stabilité de température. Donc ils nous disent que la résolution, donc le pas de température qu'on peut faire avec leur machine, c'est à peu près 200 microK, et que la stabilité de température, alors bon, ils disent contribution du biais électronique, on ne sait pas trop ce que c'est 400 microK. Mais ils ne donnent aucune info sur le type de bruit, sur si on a du flicker, si on a de la marchellator, de la dérive, et surtout la bande passante de la mesure qu'ils ont utilisée pour déterminer ce chiffre-là. Donc ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est pas mal déjà de tomber en dessous du millikelvin. Alors vous voyez, hein, c'est très simplement fait. Hein, on attache notre avec il y a une vis ici et puis des fils. Enfin, c'est tout bête hein, à faire. Et donc on va réguler notre température autour de la température d'inversion du résonateur. Donc je vous rappelle ce qu'on a vu la dernière fois. Donc autour de la température T0 qui dépend de la quantité de chrome ou de fer que j'ai dans mon résonateur, on va avoir donc une variation de fréquence qui a une forme parabolique ici, autour de cette température-là. Et donc, je vais essayer de me placer proche de cette température. Alors il y a toujours un biais, un décalage, un petit delta T. Et donc les fluctuations de température vont engendrer des fluctuations de fréquence qui vont être données par cette formule, où ici on a la courbure de la parabole, l'écart entre le point de fonctionnement et la vraie température d'inversion, et puis finalement la valeur RMS des fluctuations de température. Et si je mets les chiffres donnés par Lakeshore dans cette formule, je sais que la courbure, elle est en gros 2,5 10-9 K-2 à 6 Kelvin. Ben, j'obtiens que, en tout cas, la régulation thermique, elle permet de faire de 2 10-16. Donc, super. Et donc, dans la machine, donc, on a notre cavité qui est fixée sur le ballast, les tresses, le capteur et l'élément chauffant, qui est juste une résistance chauffante, et on va utiliser ça pour faire la régulation. Et ici, dans cette manip-là, on avait une autre sonde ici qui permettait de voir au plus près, mais sur la cavité en cuivre quand même, la température obtenue ici. Alors pour régler le thermostat, on utilise la méthode classique de Ziegler-Nichols, c'est-à-dire qu'on va augmenter, on a un système PID, on enlève le I et le D, et puis on va augmenter l'action proportionnelle jusqu'à obtenir l'oscillation. Quand on a obtenu l'oscillation, on mesure la période des oscillations, et à partir de là, Ziegler-Nichols nous dit comment optimiser les paramètres P et I pour avoir le réglage optimum. Ce qu'on nous dit rarement, c'est optimum par rapport à quoi? On ne sait pas trop. Parce que si on met les paramètres Ziegler-Nichols, on va avoir, souvent on a des choses comme ça. Donc il faut quand même retoucher un petit peu les paramètres PI pour... c'est... Ici vous avez donc l'écart type des fluctuations de température en fonction du temps d'intégration. Et quand on a un truc comme ça, ça veut dire qu'on a un système oscillant. Et bon, en bidouillant un peu les paramètres, on arrive à atténuer ça, mais jamais à l'effacer complètement. Et finalement, voilà ce qu'on obtient sur une des
manip qu'on a fait. Donc vous avez ici en rouge la température donnée par la sonde qui est corrigée. Donc vous avez un petit rebondissement aussi autour de 10 secondes, puis ensuite une intégration, ça c'est normal, hein, puisqu'on corrige, c'est le capteur qui sert à faire la mesure, tout ça, ça descend. Okay. Et puis au point C, bon, ben, on suit ce qui se passe ici, et puis là, ben, ça dérive un peu, puisque ce n'est pas la température qu'on contrôle ici. Et donc on voit que la bosse ici, ça correspond à 30 microkelvin RMS. C'est plus faible que ce que donnait Lakeshore, mais je ne sais pas ce qu'ils ont donné. Donc si on reprend la formule précédente pour calculer quelle stabilité de fréquence on peut obtenir avec un thermostat comme ça, bon là j'ai supposé qu'on était à 1 millika du point d'inversion. Ah c'est vachement bien, on est dans les 10-17, donc allons-y. Et ça ne marche pas si bien, malheureusement. Alors ici, vous avez en violet la stabilité de l'oscillateur, obtenue par battement avec les références d'oscillateur IMP. Et en rouge, vous avez la stabilité de la température au point le plus près du résonateur, multipliée par un certain coefficient, évidemment. Et vous voyez qu'on a une parfaite coïncidence, hein, enfin, en tout cas à court terme. En tout cas, cette bosse qu'on voit sur la stabilité de fréquence, il n'y a aucun doute qu'elle est liée à la bosse qu'on a sur le thermostat. Alors ce chiffre-là, il est déduit de la formule précédente. Bon, on connaît la courbure de notre résonateur, donc là, il n'y a aucun doute. Et donc, on peut estimer à combien du point d'inversion on se situe. Et là, on tombe sur un chiffre énorme, 65 millika. Ce n'est pas possible. On est beaucoup plus proche que ça. Il y a un loup quelque part. Ça veut dire que cette formule-là, elle n'est certainement pas valable. On y reviendra un peu plus tard, ou la prochaine fois d'ailleurs. Peut-être pas. OK. Alors ça nous perturbe depuis un moment, hein. On a fait pas mal d'essais, mais on n'a pas réussi à trouver vraiment le... Alors si on regarde ici ce qui se passe réellement, alors ici on a notre courbe fréquence-température, et puis on va se décaler exprès d'une grande quantité pour être dans une zone linéaire ici. C'est la courbe en noir ici. On est à T0 plus 500 millika. Et donc on obtient une certaine instabilité de fréquence qu'on peut relier assez simplement à une fluctuation de température en considérant qu'ici on est linéaire. Et quand on se rapproche du point d'inversion, eh bien vous voyez que si on a une modulation de température ici, une certaine fréquence FM, lorsqu'on est pile au point d'inversion, on n'a plus d'harmonique 1, mais parce qu'on redresse, hein, et donc on obtient une modulation à 2 fois la fréquence. Et c'est ce qu'on observe ici. Vous voyez que quand on est loin du point d'inversion, on a une certaine bosse à 18 secondes, et lorsqu'on est au plus proche du point d'inversion, la fréquence, enfin, la période est divisée par 2. Donc il semble quand même que dans cette configuration-là, on soit suffisamment proche du point d'inversion. Alors si on est au point d'inversion, on peut faire un calcul un peu plus soigné que ce que j'ai fait tout à l'heure, et normalement, avec les 30 microkelvin RMS que j'ai déterminé précédemment, ça devrait pas limiter, la stabilité ne devrait pas être limitée par ce problème de thermostat. Et puis c'est ce qu'on observe sur toutes les machines. À vous rappeler que la courbure, elle est fonction de la valeur de la température d'inversion, donc elle change d'un résonateur à l'autre parce que la quantité d'impureté paramagnétique n'est pas la même. Et il est plus favorable de travailler avec des basses températures d'inversion. C'est ce qu'on a sur les... Donc ça, c'est les stabilités des machines Ulysse 2G. C'est ce qu'on a sur les numéros 4 et le numéro 5. On n'a pas de bosse ici. Parce que ces résonateurs-là ont des points d'inversion très bas. Par contre, sur toutes les autres machines où on a des points d'inversion plus élevés, on a ces bosses. Et sur la machine qui est
qui est écrite X ici. En fait, là, on a utilisé un résonateur qui est vraiment hors spec, qui a une température d'inversion de l'ordre de 9 Kelvin. Voilà. Et donc, ça reste un de nos problèmes. On ne sait pas trop d'où ça vient, mais si on se rappelle de ce qui se passait pour les quartz, on a peut-être une partie de la réponse ici. Alors, c'est Balato, en 1979, il faisait remarquer que... Alors, on utilisait à l'époque des résonateurs de coupe AT. Alors, bon, le quartz, il a une courbe de fréquence-température qui n'est pas une parabole, mais c'est une cubique. Mais peu importe, au voisinage de du maximum de la cubique, on a presque une parabole. Donc, ils ont mesuré toutes ces courbes d'inversion. Ils connaissent parfaitement la courbure de leur courbe fréquence-température. Et puis, ils étaient capables de faire des mesures de qualité, de stabilité de température dans leur thermostat. Et donc, ils avaient exactement le même problème que nous. Ces deux chiffres-là ne sont pas compatibles par rapport aux résultats qu'ils obtenaient. Les fluctuations de température du thermostat qu'ils utilisaient, associées à la courbure de la courbe fréquence-température, donnaient des stabilités inférieures à 10-14. Donc, leur oscillateur ne devait pas être limité par le thermostat, et pourtant aussi. Et du coup, ils se sont posés beaucoup de questions, et la réponse, elle était apportée de façon phénoménologique, en disant, bon, ça c'est... Alors, comme je vous l'ai dit, pour les quartz, c'est une courbe d'ordre de 3. Mais peu importe. Et ça, cette partie-là, elle est mesurée en statique, c'est-à-dire qu'on va se placer à une certaine température, on va mesurer la fréquence, on va changer la température, on va attendre que tout se stabilise, on va prendre un point, etc. Donc ça correspond au statique. Or, lorsqu'on change la température du quartz, il y a toutes les chances qu'il y ait des gradients de température à l'intérieur du cristal. Qui dit gradient de température dit aussi gradient de contrainte. Et donc, ils ont ajouté de façon phénoménologique un terme qui dépend de la façon dont varie la température dans le temps. Et si on fait ça, alors la courbe statique, c'est celle où c'est la courbe numéro 1. Et aussitôt qu'on met ce terme-là, et qu'on suppose une certaine modulation de température, on voit que le quartz sort de cette courbe statique. Alors si on se place ici au point d'aversion, ici, si on est en statique, on a pratiquement quelque chose, alors c'est peut-être celui-là, on a en statique, la variation de fréquence, si on module la température, elle est pratiquement inexistante. À partir du moment où on a un gradient, et donc quelque chose qui va dépendre de la vitesse de variation de température, eh bien la fréquence du résonateur du quartz, elle va effectuer cette courbe. Et donc on va avoir des fluctuations de fréquence beaucoup plus grandes que ce qu'on obtient si on fait des variations de température statiques. Donc on en est là. Alors, c'est fait. On a simulé le gradient. Non. Un des problèmes, c'est la tâche du saphir. Ici, le contact thermique est certainement très mauvais. Très, très mauvais. Et donc, Guillaume a fait des tests. On a effectivement une dépendance temporelle. Tout ça, bon, c'est des gradients assez faibles, hein, de l'ordre du micro-Kelvin. Mais on est à 10-15. Hein. Donc, pour l'instant, on en est là. C'est quelque chose qu'on va regarder un peu plus précisément dans la suite. En tout cas, si je fais comme Balato et puis que j'injecte ici un A tilde, donc c'est dans la terminologie des gens du quartz, si vous entendez parler de A tilde, c'est ça. Si je suppose que je dois rajouter ce terme-là et que j'utilise les mesures précédentes, je peux remonter à cet A tilde du saphir, je trouve un chiffre. 3, 10, moins 10 secondes par Kelvin. Et puis ça, c'est des valeurs qui ont été obtenues pour des quartz de façon théorique par des gens d'ici. Hein. Bon, c'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur, mais voilà.
Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Ah ben voilà, j'ai fini. Waouh. Ça, c'est vraiment... Ah oui, 15h30. Oui.